Il fut un temps où Suge Knight était l'un des hommes les plus intimidants et les plus puissants de l'industrie du hip-hop. En tant que cofondateur du célèbre label Death Row Records, Knight a usé de sa puissance pour soumettre les artistes et la concurrence, tout en semant la zizanie sur la côte Est et chez Bad Boy Records. Sa notoriété n'a fait que croître lorsqu'il a survécu à la fusillade qui a coûté la vie à Tupac Shakur en septembre 1996. Ces derniers mois, l'implication de Keffe D dans ce meurtre a été mise en lumière, et l'interview de Suge Knight à ce sujet n'est rien moins que troublante. Suge Knight derrière les barreaux. Suge Knight, le fondateur de Death Row Records, a fait la une des journaux en refusant de témoigner contre Keffe D dans l'affaire du meurtre du rappeur emblématique Tupac Shakur. Bien qu'il ait été témoin oculaire de la fusillade qui a eu lieu à Las Vegas en 1996, Suge Knight a choisi de garder le silence, déclarant qu'il ne dirait jamais un mot mauvais sur Keffe D. Cette décision inattendue a laissé les autorités et le public perplexes, car le témoignage de Suge Knight pourrait potentiellement faire la lumière sur la vérité qui se cache derrière la mort tragique de Tupac. La figure emblématique de Death Row Records n'a pas seulement été témoin de la fusillade, elle en a aussi été victime. Depuis sa cellule de prison, Suge a récemment parlé en exclusivité à TMZ, faisant la lumière sur les événements qui se sont déroulés lors de cette nuit tragique, le rapport étant publié au début du mois d'octobre 2023. Dans l'interview, le magnat du rap a lourdement insinué que la place de Keffe n'est pas derrière les barreaux, tout en révélant qu'Orlando Baby Lane Anderson n'était pas non plus le tireur. Cette révélation va à l'encontre de tout ce que nous savions depuis des années, puisque Keffe D lui-même avait affirmé que son neveu Baby Lane avait été l'homme de la situation. Les paroles de Suge Knight ont provoqué une onde de choc dans l'industrie musicale et les forces de l'ordre. Keffe D, le seul suspect encore en vie dans le meurtre de Tupac, a longtemps été considéré comme fortement impliqué dans la fusillade. Mais le refus de Suge Knight de l'impliquer soulève plus de questions que de réponses. Son refus de coopérer avec les autorités a amené de nombreuses personnes à se demander ce qu'il sait et pourquoi il a choisi de protéger Keffe D. Cette histoire est-elle plus complexe qu'il n'y paraît? Au fur et à mesure que nous approfondirons cette affaire déroutante, nous explorerons les faits choquants entourant le meurtre de Tupac et les implications du silence de Suge Knight. Avant d'aborder ces implications, je voudrais prendre un peu de temps pour me concentrer sur ce que Keffe D a dit au sujet du meurtre de Tupac au fil des ans. Il en a dit beaucoup. Dans de multiples interviews et dans ses mémoires, Compton Street Legend, Keffe D a admis publiquement qu'il se trouvait dans la voiture qui a tiré sur Tupac lors de cette nuit fatidique de 1996. Bien qu'il nie avoir appuyé lui-même sur la gâchette, Keffe D implique son neveu, Orlando Baby Lane Anderson, comme étant le tireur. Les allégations de Keffe D vont même plus loin, suggérant que la star du hip-hop Diddy, également connu sous le nom de Sean Combs, a orchestré et payé $1 million pour l'assassinat. Ces allégations ont suscité la controverse et ravivé l'intérêt pour cette affaire non résolue. L'implication de Keffe D dans le meurtre de Tupac Shakur a été révélée pour la première fois lors de ses aveux à la police en 2008. Cherchant à obtenir l'immunité dans une affaire de réseau de PCP, Keffe D a décidé de révéler son rôle dans la fusillade. Ces aveux ont ensuite été consignés dans le livre Murder Rap de Greg Keding, un ancien inspecteur chargé de l'affaire. C'est au cours de cette interview que Keffe D a révélé que son neveu, Orlando Baby Lane Anderson, était celui qui avait appuyé sur la gâchette lors de cette nuit fatidique. Keffe D a révélé qu'ils se trouvaient tous les deux dans la voiture qui a approché Tupac et le directeur de Death Row Records, Suge Knight, à un feu rouge à Las Vegas. L'arme utilisée lors de la fusillade était un Glock .40 qui, selon Keffe D, était caché dans un compartiment secret de l'accoudoir de la voiture. Mais qu'est-ce qui a poussé Keffe D et Baby Lane à s'en prendre à Tupac et Suge Knight? Les aveux de Keffe D pointent du doigt nul autre que Sean Diddy Combs, une figure éminente de l'industrie musicale. Selon Keffe D, c'est Diddy qui a commandité le coup, exprimant ainsi son désir de se débarrasser de ces deux hommes. L'animosité entre Diddy et Knight proviendrait de la fameuse dissidence de Knight à l'égard de l'exécutif de Bad Boy lors des Source Awards de 1995. Le cofondateur de Death Row est monté sur scène et a déclaré « Tout artiste qui veut être un artiste et rester une star et qui n'a pas à s'inquiéter du producteur exécutif qui essaie d'être dans les vidéos, sur le disque, en train de danser, vient à Death Row. » Au départ, Diddy voulait seulement que Knight soit éliminé, mais après la sortie de la dissertation cinglante de Tupac, Hit 'em Up, qui visait à la fois Diddy et le Notorious B.I.G., il a été décidé de l'éliminer. Notorious Big. Son attention s'est portée sur Tupac également. Keffe se souvient de ce que Diddy lui aurait dit. « Il faut que je te parle, mon grand. J'ai quelques problèmes à régler. Big CEO, Suge Knight et Pac. » Il a donné plus de détails sur ce qui s'est passé cette nuit-là dans la série Death Row Chronicles, diffusée en 2018 sur BET. Il a fait une déclaration audacieuse, affirmant être la seule personne vivante à pouvoir vraiment raconter l'histoire de l'assassinat de Tupac. Il a expliqué qu'il s'ouvrait enfin sur ce qui se serait passé parce qu'il n'avait plus rien à perdre, étant donné qu'il se battait contre un cancer.
Keffe D a exprimé son désir que la vérité soit connue, quelles qu'en soient les conséquences. Alors qu'il s'éloignait du club, Keffe D a raconté un moment décisif. Des filles ont crié le nom de Tupac et il a passé la tête par la fenêtre d'une voiture. Ce moment a été décisif parce que Keffe a raconté « S'il n'était pas sorti par la fenêtre, nous ne l'aurions jamais vu ». Lorsqu'ils ont pris la route pour la première fois à Vegas, il ne fait aucun doute que Tupac ou Suge Knight s'attendaient à ce que les choses se passent comme elles l'ont fait. Les deux hommes se sont rendus au MGM Grand à Vegas pour assister à un combat de boxe de Mike Tyson. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, Tupac n'avait pas l'intention d'y aller. Il l'a fait parce que Tyson a insisté pour qu'il vienne. Le boxeur se sent encore très coupable du rôle qu'il a joué ce soir-là. Dans une interview, il a déclaré « Je me sentais un peu coupable qu'il vienne au combat. J'ai fait pression sur lui en lui disant « Hey, tu veux apporter la cassette? N'oublie pas la cassette. » Keffe D affirme que peu de temps après, des membres du 118 East Coast Crips les ont informés qu'ils avaient vu des associés de Death Row attaquer Baby Lane près du casino. Cet incident, associé au vol présumé d'une chaîne de Death Row par l'un des Southside Crips, a intensifié l'animosité entre les deux groupes. Keffe D suggère que ces événements ont rendu l'attaque contre Tupac plus urgente et plus personnelle. Avec un nouvel état d'esprit, Keffe a demandé à l'un des membres de son équipe, Zip, de se procurer une arme, ce qu'il a fait. Eh bien, vous connaissez la suite. J'ai déjà parlé un peu des éléments qui ont conduit à cette violence, mais prenons un peu de recul et examinons la situation dans son ensemble. Qu'est-ce qui a déclenché la guerre entre la côte Est et la côte Ouest? C'est une histoire vieille comme le monde, une histoire d'amis devenus rivaux qui a eu des conséquences dévastatrices pour les deux personnes impliquées. Avant que la rivalité entre la côte Est et la côte Ouest ne prenne d'assaut le monde du hip-hop, il fut un temps où Tupac Shakur et Christopher Wallace, plus connus sous le nom de Biggie Smalls, étaient plus que de simples rivaux. Ils étaient amis. En fait, ils étaient deux des plus grandes stars du rap aux États-Unis, dominant les hit-parades et captivant le public par leur talent brut et leur prouesse lyrique. Tupac, né à New York, et Biggie Smalls, originaire de Brooklyn, partageaient un même amour de la musique et un respect mutuel pour leurs talents respectifs. Leur amitié s'est épanouie au début des années 1990, alors qu'ils naviguaient ensemble dans le monde compétitif du hip-hop. Ensemble, ils représentaient l'unité et la camaraderie sur lesquelles le hip-hop s'est construit. Mais ils étaient loin de se douter que leur amitié serait bientôt mise à l'épreuve de la manière la plus tragique et la plus choquante qui soit. C'est en 1994 que tout a changé. Tupac, désireux de travailler sur son album Me Against the World et de collaborer avec des artistes de la côte Est, se rend à New York. Il a prévu d'enregistrer des morceaux avec deux rappeurs prometteurs, Booker et Lil Jon, au Quad Studio. Quad Studios, situé sur la 7e avenue près de Times Square, était un studio d'enregistrement réputé, fréquenté par de nombreux artistes. Tupac est arrivé au studio sans se douter des événements qui allèrent se dérouler et modifier à jamais le cours de l'histoire du hip-hop. Selon plusieurs rapports de police, Tupac a été invité au studio par un homme nommé Ron G. La session d'enregistrement semble se dérouler sans problème, mais alors que Tupac sort du bâtiment, une tragédie survient. Dans le hall du célèbre studio, Tupac est pris en embuscade et abattu de plusieurs balles. Les agresseurs, qui portaient des vêtements de gang de Brooklyn, lui ont volé ses bijoux et l'ont laissé blessé. Tupac survit à l'attaque, mais l'incident laisse une profonde cicatrice dans son âme. Tupac est fermement convaincu que Biggie Smalls, son ancien ami intime, a joué un rôle dans l'embuscade. Il accuse Biggie de trahison et jure de se venger. Le lien qui les unissait autrefois s'est brisé, remplacé par un désir brûlant de représailles. C'est ainsi que les graines de la rivalité East Coast-West Coast ont été semées. Ce qui était autrefois une amitié fondée sur le respect mutuel et des rêves partagés s'est transformé en une querelle amère qui allait consumer le monde du hip-hop. L'histoire de Tupac et Biggie Smalls est une histoire tragique d'amitié perdue et des conséquences dévastatrices qui s'ensuivent. Dès la naissance de Death Row Records, Suge a imposé son autorité sur le label. En plus d'être un tyran bien connu, le mania du rap a peuplé Death Row de Bloods et il a rendu son association avec le gang assez évidente en s'habillant en rouge et en brandissant des signes de gang en public. Cette association n'a fait qu'accroître la notoriété de Suge. Un enquêteur travaillant à Compton avait noté « Les gardes du corps de Suge étaient craints par tout le monde parce que les gens savaient ce qu'ils avaient fait dans le passé. Ils n'avaient pas peur de tuer et ils le faisaient savoir. » Mais Suge étant Suge, il a réussi à semer la zizanie chez tous ces gens et l'on croit que Suge Knight s'est fait beaucoup d'ennemis au fil des ans. Certains de ceux qui travaillaient pour Suge se sont retournés contre lui. Suge Knight a involontairement joué un rôle important dans le meurtre de Tupac Shakur, mais son comportement n'est pas si surprenant. Le soir de la fusillade, Keffe a révélé que Suge avait en fait reçu une balle dans la tête lorsque les choses se sont passées pour la première fois, avant de déclarer « Tupac essayait de faire du breakdance, de sauter sur le siège arrière ou quelque chose comme ça. On aurait dit qu'il essayait de sauter, mais les balles l'ont touché au cul.
C'est Suge qui a apporté l'élément de danger et de violence à Death Row Records. Sans les Bloods, il est probable qu'il n'y aurait pas de vol de chaîne, pas de saut de Baby Lane à Vegas, et peut-être, juste peut-être, pas de fusillade. Pourquoi Suge est-elle en prison? Suge Knight va passer le plus clair de son temps en prison pour son implication dans un incident choquant. Mais le magnat du rap a eu plusieurs démêlés avec la justice, et certains pourraient même affirmer que sa peine de prison prolongée est l'aboutissement d'une vie passée à bafouer la loi. Né dans une famille confrontée aux défis de la pauvreté et de la violence, Marion Hugh Knight Jr. a été confronté dès le départ à un combat difficile. Son enfance a été marquée par une lutte constante pour la survie. La famille vivait dans un petit appartement délabré, où elle devait souvent se passer des produits de première nécessité. Suge Knight a été le témoin direct de l'impact de la pauvreté sur sa famille et sur la communauté qui l'entourait. C'est au cours de ces premières années qu'il a développé un sens profond de la détermination et de la résilience qui définira plus tard son caractère. En grandissant, Suge voulait surtout faire carrière en tant que joueur de la NFL. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que son avenir dans ce sport ne serait pas des plus brillants, il s'est tourné vers la promotion de concerts et a travaillé comme garde du corps. L'amour de Suge Knight pour la musique l'a finalement conduit à poursuivre une carrière dans l'industrie. Il a commencé par travailler comme garde du corps pour divers artistes, dont Bobby Brown et The Doc. Cela lui a permis d'établir des contacts précieux et de se familiariser avec les rouages du monde de la musique. Il s'est rapidement hissé au sommet de l'industrie en intimidant les artistes et les managers, la rumeur la plus marquante étant qu'il aurait pendu Vanilla Ice à un balcon pour obtenir une part des droits d'auteur pour Ice Baby. Et le magnat du rap ne s'est pas contenté d'intimider des artistes qui n'avaient rien à voir avec Death Row. Il a également semé la zizanie chez des gens comme Dr. Dre et Snoop Dogg. Pour comprendre la profondeur du conflit entre Suge Knight et Dr. Dre, il faut remonter aux années 90, lorsqu'ils étaient tous deux des figures de proue de l'industrie musicale. Suge Knight, ancien PDG de Death Row Records, était connu pour sa présence intimidante et sa capacité à façonner la carrière de certains des plus grands noms du hip-hop. Dre, quant à lui, était un producteur et un rappeur talentueux, et l'une des forces motrices du succès de Death Row Records. Ensemble, Knight et Dre ont créé un empire musical qui a dominé les hit parades et façonné le son du rap de la côte ouest. À cette époque, Knight prétend avoir conclu un accord de gestion de vie avec Dre, qui lui donnait droit à une part importante des revenus de Dre. Cet accord prévoyait une part stupéfiante de 30% des revenus de Dre, y compris la vente de Beats by Dre à Apple pour la somme ahurissante de 3 milliards de dollars. Cependant, alors que l'argent commence à affluer, des tensions apparaissent entre Knight et Dre. Knight pense que sa quête de l'argent auquel il a droit est à l'origine de la première tentative d'assassinat dont il est victime. Dans une tournure choquante des événements, Knight a été abattu de 7 balles lors d'une fusillade dans une boîte de nuit, un incident qui, selon lui, a été orchestré pour le réduire au silence. Mais la querelle ne s'est pas arrêtée là. Knight poursuit avec des allégations encore plus choquantes, affirmant que Dre et Universal Music ont payé quelqu'un pour le tuer lors d'un délit de fuite. Cet incident a finalement abouti à l'emprisonnement de Knight, qui a été reconnu coupable d'homicide involontaire et purge actuellement une peine de 28 ans de prison. L'avocat de Dre, cependant, nie avec véhémence ces allégations, déclarant que Dre n'a eu aucune interaction avec Knight depuis qu'il a quitté Death Row Records en 1996. Malgré ce démenti, Suge Knight croit fermement qu'il existe des preuves que Dre a demandé à des individus combien cela coûterait de l'éliminer, peignant ainsi l'image d'une sinistre situation de meurtre pour le compte d'autrui. La querelle entre Suge Knight et Dr. Dre va au-delà d'une simple querelle personnelle. Elle a des implications plus larges qui mettent en lumière le côté sombre de l'industrie musicale et les défis auxquels sont confrontés les artistes et les dirigeants. L'une des principales implications est la question du pouvoir et du contrôle au sein de l'industrie. Suge Knight, en tant qu'ancien PDG de Death Row Records, détenait un pouvoir et une influence immense sur la carrière des artistes signés par le label. Son conflit avec Dre met en lumière les risques d'abus de pouvoir et les limites que certaines personnes peuvent se fixer pour garder le contrôle et protéger leurs intérêts. Les allégations de M. Knight soulèvent également des questions quant à la sûreté et à la sécurité des artistes du secteur. Les allégations de meurtre pour le compte d'autrui et les tentatives d'assassinat de M. Knight dressent un tableau inquiétant de ce que certains peuvent faire pour réduire au silence ceux qui représentent une menace ou qui remettent en cause le statu quo. En outre, le conflit entre Knight et Dre met en lumière les complexités financières de l'industrie musicale. Les accusations d'un contrat de gestion à vie et le droit de Knight à une part importante des revenus de Dre mettent en lumière le réseau complexe de contrats, de redevances et d'accords financiers qui peut souvent conduire à des litiges et à des batailles juridiques. La réponse du camp de Dre soulève également des inquiétudes quant à la crédibilité et à la responsabilité des artistes et des dirigeants. Alors que l'avocat de Dre nie avec véhémence les allégations, nous nous interrogeons sur la vérité et la transparence au sein de l'industrie. Jusqu'à quel point pouvons-nous faire confiance à l'image publique de nos artistes préférés et aux récits qu'ils présentent? En fin de compte, la querelle entre Suge Knight et Dr. Dre sert de mise en garde, nous rappelant le côté sombre de l'industrie de la musique.
Elle met en lumière les risques d'abus de pouvoir, la complexité des accords financiers et les difficultés rencontrées par les artistes dans ce milieu impitoyable. Les problèmes de Suge avec Snoop Dogg sont également très similaires. Snoop Dogg, protégé de Dr. Dre, travaillait en étroite collaboration avec le célèbre producteur. Alors que Dre se concentrait sur l'aspect créatif, Suge Knight s'occupait des aspects commerciaux du label, assurant ainsi sa domination dans l'industrie. L'association de Snoop avec Death Row lui a offert une plateforme pour partager ses histoires en tant que Crip de Rolling 20s Long Beach, captivant le public avec son style unique et son flow décontracté. Cependant, au fil du temps, le point de vue de Snoop a commencé à changer. Snoop s'est lassé du contenu violent associé à Death Row et a souhaité apporter un côté plus positif à sa musique. Il voulait utiliser sa plateforme pour élever et inspirer, plutôt que de perpétuer la négativité. Ce changement d'avis a beaucoup à voir avec son procès pour meurtre, au cours duquel il a heureusement été acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Après la sortie de son album Dog Fader, Snoop a pris la décision audacieuse de se séparer de Death Row Records. Cette décision marque un tournant important dans sa carrière et ouvre la voie au conflit qui s'annonce entre lui et Suge Knight. Snoop a trouvé un nouveau foyer chez Master P's No Limit Records, où il a continué à faire des vagues dans l'industrie. Mais malgré leur collaboration et leur succès passé, le ressentiment de Snoop à l'égard de la philosophie de Suge Knight en matière de propriété s'intensifie. La différence fondamentale de valeur et de direction artistique a jeté les bases d'une querelle explosive entre les deux hommes. Les tensions entre Snoop Dogg et Suge Knight atteignent bientôt un point d'ébullition, captivant l'attention des fans et des médias. Alors que les tensions entre Snoop et Suge s'intensifient, Snoop prend le micro pour exprimer ses frustrations. Il a publié un titre dissident cinglant intitulé Pimp Slapped, directement destiné à Suge Knight. Ce titre est devenu un hymne pour ceux qui se sentaient désillusionnés par l'image violente de Death Row et par tout le mal que Suge avait fait au label. Ce morceau dissident a déclenché une tempête de controverses, les fans et les médias attendant avec impatience la réponse de Suge Knight. La querelle entre ces deux poids lourds du hip-hop a atteint son paroxysme. La tension entre Snoop et Suge a atteint son paroxysme lors des Vibe Awards 2002. Les deux artistes étaient présents et l'atmosphère était électrique. Une altercation physique semblait imminente, mais Steve Harvey était sur place pour maintenir la paix. La frénésie médiatique autour de cette dispute n'a fait que s'intensifier, les rumeurs et les spéculations allant bon train. Les tabloïds et les journaux à scandale ont disséqué les moindres gestes et déclarations des deux artistes, jetant de l'huile sur le feu. Mais alors qu'il semblait que la querelle ne prendrait jamais fin, les événements ont pris une tournure surprenante. Snoop et Suge ont réussi à mettre leurs différends de côté et à se réconcilier. La date exacte n'est pas claire, mais Snoop parlant bien du cofondateur de Death Row depuis 2013 environ. Ils ont eu une conversation sincère en tête-à-tête, au cours de laquelle ils ont exprimé leur respect l'un pour l'autre et pardonné leurs transgressions passées. Ce fut un moment de rédemption et de croissance qui a mis en évidence le pouvoir du pardon dans le monde du hip-hop. Snoop a même dédié un morceau à Suge, intitulé Bygones Be Bygones, en témoignage de leur nouvelle harmonie. Cette réconciliation inattendue a surpris les fans et les initiés de l'industrie, prouvant que même les querelles les plus amères peuvent être résolues. Suge s'est peut-être réconcilié avec Snoop Dogg, mais c'était trop peu et trop tard. Après des années de mauvaises décisions et de séjours en prison, Death Row n'était plus qu'une coquille vide. Suge avait perdu le peu de respect qu'il avait dans l'industrie et sa condamnation à 28 ans de prison signifie que son héritage problématique est pratiquement gravé dans le marbre. C'est en janvier 2015 que Knight s'est retrouvé mêlé à une vive altercation avec un rival de longue date, CLE Bone Sloan. La tension entre les deux a atteint un niveau choquant lorsque Knight, assis dans sa camionnette, s'est disputé avec Sloan à travers la fenêtre. Dans un moment qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées, Knight a pris une décision fatidique. Il a heurté Sloan avec son camion, le blessant. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Dans une tournure horrifiante, Knight a continué à conduire son camion vers l'avant, écrasant tragiquement l'homme d'affaires Terry Carter, qui était également présent sur les lieux. L'équipe de défense de Knight a soutenu qu'il agissait en état de légitime défense, affirmant qu'il craignait pour sa vie lors de l'altercation. Cependant, l'accusation a présenté un récit différent, décrivant Knight comme l'agresseur dans cette confrontation mortelle. Malgré les affirmations de la défense, Knight a finalement plaidé non coupable d'homicide volontaire, évitant ainsi un procès sur des accusations plus graves de meurtre et de tentative de meurtre. L'affaire Knight a donné lieu à un véritable feuilleton judiciaire, les nombreux avocats de la défense se battant bec et ongle pour prouver l'innocence de l'accusé. Mais en fin de compte, les preuves et les témoignages présentés ont suffi à faire pencher la décision de Knight en faveur d'un plaidoyer. La tension régnait dans la salle d'audience lorsque les membres de la famille de Terry Carter se sont adressés à la cour, le décrivant comme un mari, un père, un grand-père et un ami profondément dévoué. C'est ainsi que Suge Knight est passé du statut de magnat du rap à celui d'homme brisé. Du magnat du rap à l'homme brisé. La prison n'a pas été tendre avec Suge Knight. Je reviendrai sur les plus gros problèmes qu'il a eus dans un instant,
Mais je veux d'abord parler de ses problèmes de santé. En 2016, le magnat du rap a dû subir une opération chirurgicale d'urgence et s'est montré triste et brisé lors d'une comparution devant le tribunal peu de temps après. S'adressant au juge, il a déclaré « J'ai vraiment souffert pendant 3 semaines. Ils m'ont finalement emmené à la clinique parce que j'ai dit au sergent que je ne pouvais pas me lever ou bouger. Mon appendice était cassé. » Dans les années qui ont suivi, Snoop Dogg a racheté Death Row Records, privant Suge de son dernier lien réel avec l'industrie du hip-hop. Les rapports publiés au fil des ans ont révélé que le magnat du rap s'est fait extrêmement discret derrière les barreaux. Cela s'explique principalement par le fait qu'il a réussi à énerver les membres de pratiquement tous les gangs. Ces rapports ont été corroborés par un chef de gang des Bloods qui a déclaré « En parlant de Suge comme ça, j'aimerais vous montrer que les gars sont dans ces rues et qu'ils jouent à les durs à cuire. Tu es vraiment dans la fosse avec tes potes, tu vois ce que je veux dire? Suge est de plus en plus isolé derrière les barreaux, ce qui a été confirmé par un avocat qui a visité la prison lorsque le magnat du rap rencontrait son propre avocat. L'avocat a déclaré « Aujourd'hui encore, les gens lui en veulent. C'est pourquoi il ne pouvait même pas marcher sûr. Il ne pouvait même pas marcher dans une cour de prison. Vous savez, il ne peut pas marcher dans une cour de prison en population générale parce qu'il y a tellement de gens qui ne l'aiment pas, il n'est même pas en population générale en ce moment dans la cour de la prison. Je crois qu'au moins à Donovan, Richard G. Donovan Correctional Facility, il est dans une aile protectrice de la prison. Malgré son association de longue date avec les Bloods, Suge a même évité les Bloods derrière les barreaux, principalement parce qu'il a réussi à énerver la plupart d'entre eux lorsqu'il était à l'extérieur. Sa décision de ne pas aider les forces de l'ordre à faire tomber Keffe D peut sembler surprenante à première vue, mais elle ne l'est pas vraiment. On peut dire ce que l'on veut de l'homme, mais Suge respecte généralement le code de la rue, et il ne faut pas oublier non plus qu'il a longtemps été ami avec Keffe. Et si Suge ne parle pas, les forces de l'ordre risquent de ne pas avoir grand-chose sur lui. Keffe D et Suge Knight sont les seuls à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Au-delà de ce que Keffe a dit dans des interviews, il n'y a aucune preuve réelle qui pourrait l'envoyer derrière les barreaux. Mais tout cela soulève la question suivante. La prison a-t-elle vraiment adouci le cofondateur de Death Row Records, autrefois terrifiant? Certes, il ne veut pas que son ami aille en prison, mais en se taisant, il ne faut pas oublier qu'il laisse passer une occasion en or de faire la nique à P. Diddy, l'un de ses plus vieux rivaux. De nombreux propos tenus par Keffe au fil des ans indiquent clairement l'implication de Diddy dans la mort de Tupac, et si Suge venait à confirmer ces dires, le fondateur de Bad Boy Records se retrouverait sous les feux de la rampe. Jusqu'à présent, Diddy a habilement esquivé toutes les questions qui lui ont été posées sur le meurtre. Dans une interview datant d'octobre 2023, il a déclaré « Nous ne parlons pas de choses qui sont absurdes, nous n'entretenons pas d'absurdité, avec tout le respect que je vous dois, mais j'apprécie que vous posiez la question en tant que journaliste. Merci. » Keffe D a commencé à avouer tout ce qui s'était passé cette nuit-là, parce qu'il n'avait rien à perdre. Mais si l'on avance un peu, c'est lui qui est derrière les barreaux. Diddy n'est pas prêt de payer pour son implication présumée dans un meurtre. Et Suge Knight donne des interviews depuis la prison qui semblent plus dérangeantes qu'autre chose. C'est principalement parce que tout ce qu'il a dit va à l'encontre du Suge que les gens ont appris à connaître au cours des dernières décennies, laissant à chacun l'ombre d'un homme autrefois puissant. Seul l'avenir nous dira si Tupac obtiendra une justice tardive pour son meurtre, ou si son assassin et toutes les personnes impliquées resteront impunis malgré tout ce que nous savons sur cette nuit-là. Et voilà notre vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, jetez un coup d'œil à l'une d'entre elles. Je vous retrouverai dans la prochaine.